Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. Aujourd'hui, je reçois Jason Lermite, maître de conférences en économie et finance à l'Université catholique de l'Ouest au campus d'Angers, mais aussi ancien professionnel de la finance sur plusieurs continents, et donc il a cette perspective assez intéressante puisqu'il a à la fois la théorie et la pratique. À l'automne dernier avec Nathalie Janson, je vous avais promis une sorte de suite sur l'actualité des remous de la planète finance. Et bien voilà, c'est exactement ce qu'on vous propose avec mon invité dans cet épisode, à savoir à la fois de l'actualité et puis de la théorie, alors plus ou moins technique selon les passages, et qui tourne essentiellement autour d'éthique et de gestion des risques en matière de banque et de finance. Donc on a essayé de faire en sorte de ne pas aborder les thèmes qui avaient déjà été abordés assez en détail avec Nathalie Janson. Donc j'espère donc que même nos auditeurs fidèles apprendront de nouvelles choses dans cet épisode. Et quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant d'avoir une perspective autre, même lorsque le thème est relativement similaire. Je vous laisse donc découvrir cet entretien et je vous retrouve juste après. Jason Lermite, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans cet entretien pour Contrepoint. On va parler de finance. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle de finance et d'ores et déjà, j'indique aux auditeurs que cet épisode peut être vu comme la suite de l'entretien que j'avais fait il y a quelques mois avec Nathalie Janson. Et puis là, on va voir en fait d'autres aspects. D'abord, il y a une actualité qui s'est développée depuis, donc on reparlera des faillites bancaires. Et on verra aussi quelques questions plus générales sur la finance et en particulier sur la banque. Donc Jason Lermite, tu es maître de conférences à l'Université catholique de l'Ouest, ancien professionnel de la finance dans la gestion d'actifs, notamment à Hong Kong et à Londres, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite, tu t'es orienté vers l'enseignement et la recherche, et tu travailles notamment sur l'efficacité des réglementations dans le domaine financier, et notamment sur le concept d'arbitrage réglementaire. Alors, tout ça peut sembler un peu technique aux auditeurs, mais je vais commencer par une question très générale, parce qu'on a souvent une image un peu déformée de la finance qui serait quelque part opposée à l'économie réelle. Ma question est simple. À quoi sert la finance et en quoi est-elle différente ou complémentaire de l'économie réelle ? Eh bien, merci de me poser cette question, car on entend en effet très souvent qu'il y a d'un côté le monde réel et l'économie, et de l'autre côté la finance, un espèce de monde virtuel. Or, en effet, la finance et l'économie sont intégrées, sont complètement reliées, et je vais essayer de vous le démontrer en reprenant les bases de l'économie et en parlant de qu'est-ce qui crée la croissance économique. Dans la théorie classique, la croissance économique, elle provient principalement de trois facteurs. L'accumulation du capital physique, donc les machines, l'accumulation du capital humain, donc le savoir, l'enseignement, l'éducation, et les innovations technologiques et le progrès technique. Pour développer ces trois aspects, il faut investir. Et pour investir, il faut de l'épargne. C'est la première chose qu'on enseigne à nos étudiants. L'épargne et l'investissement sont les deux facettes de la même pièce. Donc le détour de production, c'était Baumbaver, je crois, qui parlait de détour de production, genre je mets de côté de l'argent que je pourrais utiliser tout de suite, et ben le surplus je le mets de côté ou je le prête à quelqu'un pour se payer maintenant du capital qui servira ensuite à produire plus efficacement, tout à fait, etc. Ce capital peut être utilisé pour investir dans des machines, pour rendre le travail beaucoup plus productif. Ce capital peut très bien être utilisé également dans un investissement dans l'éducation qui permettra d'augmenter la productivité du travail humain. Et il peut être aussi investi dans des projets de recherche et développement, ce qui également augmentera la productivité. D'accord. Dans tous les cas, le capital augmente la productivité et le capital nécessite un investissement, mais il nécessite également une épargne. Mais il nécessite également la nécessité d'avoir un secteur qui va relier l'épargne et l'investissement. Et ce secteur, c'est le secteur financier. D'accord. Nous avons deux grandes institutions qui permettent de relier l'épargne et l'investissement. Le premier secteur, c'est évidemment le secteur bancaire. Vous mettez votre argent sur votre compte en banque. Cet argent va être ensuite réutilisé par la banque pour proposer des crédits à des investisseurs. Deuxième institution, très importante également, qui joue ce rôle-là d'une manière un petit peu différente, c'est les marchés financiers. Les marchés financiers où une entreprise va par exemple émettre une action ou une obligation qui va être ensuite achetée par un investisseur
En achetant ce produit financier, l'investisseur va confier à l'entreprise des fonds qui lui permettra d'investir dans ses projets, dans du capital physique, peut-être dans des projets de recherche et développement. Il y a vraiment une séparation entre les marchés financiers et les banques, parce qu'on a l'impression aussi que les banques participent finalement au marché financier. Ah, tout à fait, les banques sont des acteurs principaux sur les marchés financiers, elles agissent aussi en tant qu'intermédiaires, en tant qu'investisseurs. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a une distinction entre les activités de crédit proprement dites et les activités de marché. Mais au sein des grands groupes bancaires, ces activités sont regroupées dans les mêmes groupes. D'accord. D'ailleurs, une question que je n'avais pas eu l'occasion de poser à Nathalie Janson à propos de la crise de 2008 et des réglementations qui ont suivi, c'était la séparation entre les activités de banque commerciale, les activités de dépôt finalement, et les activités d'investissement, ou autrement dit les activités de banque d'affaires. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'était nécessaire? Ou est-ce que c'était juste quelque chose qui, pour faire croire au public que ça rend les activités plus sûres? Alors, il y avait il y avait une séparation à un moment donné entre les banques d'affaires et les banques de dépôt, une séparation qui a un petit peu fondu avec le temps. Maintenant, dans les grands groupes bancaires principalement, dans les grands groupes bancaires français ou même internationaux, ces activités apparaissent au sein du même groupe. Et donc, du coup, les risques des banques d'investissement peuvent indirectement impacter, en effet, l'argent qui est à la banque. Tout à fait, les activités des banques commerciales. Et est-ce qu'il n'était pas question, alors je me trompe peut-être, mais c'était la réglementation Dodd-Frank, je crois, qui était censée séparer ces activités. Alors ça concernait les États-Unis, mais je crois qu'on a parlé d'outils similaires en Europe. Est-ce que ça a été le cas ou est-ce que vraiment on a noyé le poisson, mais en réalité rien n'a vraiment changé de ce côté-là? Non, alors c'était principalement les réglementations du Glass-Steagall Act qui différenciaient les activités de banque d'investissement avec les activités retail. Ensuite, Dodd-Frank, c'est en effet suite à la crise où il y a eu une nécessité de muscler les capitaux propres des banques. Donc voilà. Ensuite, à l'heure actuelle, ce qu'il faut garder en tête, en effet, c'est qu'il y a un lien entre les activités d'investissement et la banque traditionnelle. Et qu'est-ce qu'on doit penser de ce lien? Parce qu'a priori, ça semble plutôt une idée de bon sens de dire bon, il faut pas que les banques aillent risquer l'épargne de leurs déposants sur les marchés financiers, quand on voit parfois, et on en reparlera, ce que sont devenus parfois les marchés financiers en termes de complexité et d'enfumage. Donc, est-ce que c'est sain que ça se passe comme ça? Alors déjà, il faut avoir en tête que les activités de crédit représentent aussi un certain risque. Il n'y a pas que le marché qui génère des risques, il y a aussi les activités de crédit. Et ensuite, ce problème, c'est un problème qui a en effet conduit les réglementations, notamment les réglementations prudentielles, à sanctionner en quelque sorte les activités de marché, notamment les activités de prop trading au sein de ces banques, pour que les risques puissent diminuer, les risques liés aux activités de marché puissent diminuer au sein des banques. Donc il y a quand même eu des efforts de fait justement pour limiter l'impact des activités de marché sur les activités bancaires traditionnelles. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la présentation qui nous est parfois faite d'un capitalisme qui aurait été d'abord un capitalisme familial de petites entreprises, puis ensuite qui serait devenu un capitalisme industriel, et puis dans une phase encore plus monstrueuse en général pour les gens qui présentent cette perspective-là, serait devenu un capitalisme financier. Donc cette notion par exemple de financiarisation des économies, est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas? Alors, il y a un certain nombre d'études qui est faite sur la relation qu'il puisse y avoir entre la taille du secteur financier et la croissance économique. Ces études disent en effet que pour les pays qui sont en voie de développement, la croissance du secteur financier et la croissance du secteur bancaire a un impact assez positif sur la croissance économique. Notamment pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, le fait de relier l'épargne disponible au projet d'investissement. Il est vrai, cela dit, que à partir d'une certaine taille du système financier, on peut voir des effets négatifs sur la croissance, notamment lorsque le secteur financier est hypertrophié et représente une place trop importante dans l'économie.
Plusieurs explications sont données. Une des explications, c'est en effet que un secteur financier trop gros va peut-être phagocyter un certain nombre d'autres secteurs au niveau du capital humain. C'est-à-dire, par exemple, les ingénieurs, on peut imaginer que les ingénieurs qui vont se diriger davantage vers les banques, alors qu'ils pourraient, je ne sais pas, travailler dans d'autres secteurs, la pharmaceutique, la technologie, dans l'industrie, etc. Voilà. Et ensuite, l'autre aspect, c'est qu'un système financier trop développé peut générer aussi un risque systémique en cas de crise financière. Donc voilà, l'idée étant évidemment d'avoir la taille optimale du secteur financier dans une économie qui fonctionne bien. Et est-ce qu'on a un mécanisme de marché qui nous permet de trouver cette taille optimale en quelque sorte? Quel est le mécanisme d'équilibrage ou d'équilibre qui nous permettrait d'atteindre cette taille optimale? Alors bon, ça c'est la pierre philosophale de beaucoup d'économistes, essayer de déterminer en fait la taille optimale. Peut-être est-ce une chimère. En tout cas, je pense que il n'y a pas de critères objectifs, de critères uniques. Tout dépend de l'économie en question. On peut observer en effet que pour certaines économies, si le marché financier est trop gros, en effet, il peut y avoir un risque. De là à dire que ce critère peut être exactement le même pour toutes les économies, je pense que c'est assez ambitieux de le penser. Oui, il y a peut-être différentes trajectoires possibles qui vont fonctionner différemment. Donc nous disions tout à l'heure que le mécanisme de base, c'était de l'épargne disponible qui se dirige vers des investissements qui ont besoin justement de cette épargne comme capital pour réaliser ce fameux détour de production. Mais est-ce qu'on peut dire que le système fonctionne comme ça aujourd'hui? Parce que finalement, avec les réserves fractionnaires, et ça, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, le système de réserves fractionnaires dans les banques, finalement, les sommes qui circulent sous forme de crédits et d'autres produits liés à des crédits sont complètement exorbitantes par rapport à l'épargne effective, c'est-à-dire de gens qui vraiment ont pris un bout de leur salaire et à la fin du mois et l'ont mis sur leur compte. Alors c'est une très bonne question. Je ne vais pas répondre sur le crédit dans un premier temps, mais je voudrais faire une distinction qui peut-être créera une clarité pour l'auditeur. La différence entre le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est en effet le lieu où s'échangent pour la première fois des actifs financiers, par exemple des obligations ou des actions. C'est vraiment là où l'acte de financement a lieu entre ceux qui ont de l'épargne et ceux qui en ont besoin. Et c'est vrai que ce marché primaire, par rapport au marché secondaire, représente un très faible niveau de transaction. Voilà. Le marché secondaire, c'est quoi? C'est le marché où ces actifs financiers vont être échangés entre les investisseurs et qui ne donnent pas lieu directement à un acte d'investissement, proprement dit. C'est-à-dire que si vous avez acheté une action et que vous la revendez à quelqu'un d'autre, eh bien l'entreprise, au moment de cette transaction sur le marché secondaire, ne capture pas plus d'épargne qu'avant. Mais ça n'augmente pas la masse monétaire, par exemple. Ça n'augmente pas du tout la masse monétaire. Alors. Cela dit, la distinction que je souhaitais faire, c'était d'expliquer que bien que la plupart des transactions aient lieu sur le marché secondaire, par rapport au marché primaire, le marché secondaire a un rôle prépondérant dans le bon fonctionnement du marché primaire. C'est-à-dire le fait que le prix d'une action puisse fluctuer comme ça, et ça d'ailleurs c'est souvent encore dépeint de manière assez négative dans les médias, le fait que ce qui est présenté comme les humeurs des marchés puissent faire la pluie et le beau temps sur l'action d'une entreprise. Donc ça, quel est l'aspect positif de cette fluctuation de prix Alors, dans un premier temps, je vais pas forcément parler de fluctuation de prix, mais je vais parler de l'existence de ce marché secondaire, en omettant la détermination du prix. L'existence de ce marché secondaire, il va inciter les agents économiques à acheter ces actifs financiers sur le marché primaire. Pourquoi? Parce que ça permettra à ces agents financiers, s'ils le souhaitent, si leur plan change, de vendre. Oui. Or, s'ils n'ont pas cette capacité de vendre des actifs financiers sur un marché secondaire, ils hésiteront peut-être à investir sur le marché primaire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je serais obligé de garder mon action alors qu'il certes c'est un droit de propriété sur des bénéfices futurs de l'entreprise.
Mais enfin, voilà, disons que le jour où j'ai besoin d'utiliser cet argent pour autre chose, bah, je suis coincé avec mon titre de propriété. Tout à fait. Voilà. Donc le marché secondaire offre cette possibilité de pouvoir vendre à quelqu'un d'autre les actifs financiers pour diverses raisons, si on a besoin d'argent par exemple. Un argument, moi, qui m'a toujours surpris, c'est lorsqu'on parle des difficultés créées pour une entreprise lorsque le cours de son action baisse, alors que techniquement, certes, ça hypothèque peut-être ça rend plus difficile les perspectives futures de levée de capitaux, mais sur le moment, le capital de l'entreprise, lui qui est déjà dans l'entreprise, il bouge pas, quoi. Finalement, c'est la valeur des actifs que détiennent les gens liés à cette entreprise qui varie, mais pour l'entreprise, qu'est-ce que ça change? Alors, il faut bien différencier la cause et la conséquence. Si le prix des actifs, par exemple des actions ou des obligations baisse, c'est potentiellement qu'il y a un problème de gestion pour l'entreprise, un problème de positionnement sectoriel. Peut-être qu'en effet, l'entreprise va faire des profits qui seront plus faibles. Et la conséquence, c'est donc la baisse des prix. Ensuite, il faut voir aussi que la baisse des prix va être une cause d'un autre phénomène qui est, comme vous l'avez mentionné, la difficulté future pour une entreprise de se refinancer pour des émissions d'actions à venir. C'est-à-dire qu'une baisse des prix impliquera que pour lever la même quantité d'argent, il faudra que l'entreprise puisse émettre davantage d'actions, ce qui potentiellement pourra diluer le capital un peu plus. Donc, la baisse du niveau de prix, c'est premièrement le symptôme, la conséquence d'un événement qui impacte négativement l'entreprise, et ça va être en plus la cause d'une difficulté plus importante de se refinancer dans le futur. Oui, ça c'est toujours le côté qui paraît un peu injuste, mais qui est logique quand on y pense, du fait que c'est toujours, par exemple, plus difficile pour ceux qui sont déjà en difficulté de se financer. Je pense aux dettes souveraines. C'est les pays finalement qui ont le plus besoin d'emprunter, qui ont le plus de mal à emprunter et qui payent le plus cher pour emprunter. Ce qui peut sembler comme ça un peu injuste à certains, mais en fait, bon, c'est vrai que il y a une explication logique à ça quand même. Tout à fait. Il y a quand même une discipline de marché à opérer. C'est la discipline de marché, c'est en effet que les fonds qui seront prêtés dépendent aussi de la qualité de la gestion, que ce soit de l'État ou de l'entreprise, qui est intégrée dans le prix du cours de l'obligation d'État ou de l'action de l'entreprise. Voilà. Et une entreprise, ça a besoin de se refinancer si souvent que ça? Parce que finalement, on a un capital au départ, alors que toutes les quelques années, pour financer sa croissance, elle puisse recourir au marché financier. Bon, après, là, ses fonds propres. Elle peut aussi émettre des obligations. C'est encore autre chose. Est-ce que c'est si pénalisant pour une entreprise, par exemple, de voir son cours de bourse sanctionné pour des raisons qu'on va qualifier de spéculatives, qui sont pas la conséquence d'une mauvaise gestion, mais alors peut-être une pression à la baisse du fait d'un gros vendeur ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est si embêtant que ça, ou est-ce que c'est un peu les médias économiques qui en rajoutent sur le côté comment dire, c'est la tempête lorsque les cours de bourse baissent? Bon, alors en effet, il n'y a pas de réponse unique, ça dépend vraiment des entreprises. Certaines entreprises ont des besoins de financement très importants parce qu'elles croissent, c'est les entreprises de croissance, donc elles ont besoin de capitaux. D'autres entreprises ont besoin de moins de capitaux. J'aimerais quand même apporter une petite petit détail au niveau du financement. C'est vrai qu'il y a des financements des entreprises qui sont à court terme, sur des marchés à court terme, par exemple sur le marché monétaire, pour pallier à des besoins court terme de trésorerie, par exemple. Oui. Et ensuite, il y a des opérations de financement à long terme, sur des investissements, pour le coup, long terme. Et là, en effet, ça dépend vraiment du secteur. Bon, ensuite, est-ce que la baisse du prix d'un actif est nécessairement... c'est forcément une mauvaise nouvelle, mais est-ce que ça peut... est-ce que ça peut vraiment avoir un impact négatif sur le long terme d'une entreprise? Bon, voilà, ça dépend. En effet, ça dépend. Si la baisse, elle est momentanée et elle est liée à des événements spéculatifs, faut faire attention. Les événements spéculatifs sont parfois motivés par des raisons qui sont fondamentales. Oui, parce qu'après tout, on spécule quand même que si à long terme, on pense avoir raison. D'ailleurs, ça m'inspire une question qui est peut-être pas
directement lié avec les autres, mais qu'est-ce qu'on peut penser de la vente à découvert, le fait de shorter une action? Parce qu'il y a certains dénoncent, et je crois que ça avait d'ailleurs été le discours d'Elon Musk, qui a été victime de shorting assez fréquemment sur les actions de Tesla. Le fait que finalement des gens donc vendent à découvert et donc créent une pression sur le prix et peuvent en quelque sorte enclencher une prophétie autoréalisatrice. Est-ce que c'est inévitable que ça se passe sur les marchés et est-ce que c'est un mécanisme sain ou pas? Alors c'est vrai que c'est un mécanisme qui avait été assez décrié, notamment pendant la crise de la dette souveraine, donc dans les années 2010, où il y avait eu des positions short sur les obligations d'État, notamment les obligations du sud de l'Europe. Ce qui rendait en effet plus difficile pour ces pays de se refinancer, car il faut bien avoir en tête que une position short, c'est-à-dire de vente à terme, implique une baisse des prix des obligations et donc une augmentation du taux de refinancement, par exemple des pays, mais bon, le phénomène s'applique tout aussi bien pour les entreprises. Donc c'est-à-dire en gros pour que celui qui shorte l'obligation gagne son pari, ça implique que ce soit plus douloureux pour le pays contre lequel il a parié de se refinancer, puisque s'il gagne son pari et que l'obligation a baissé, ça veut dire que le financement est mécaniquement plus cher pour le pays en question. Tout à fait, voilà. Donc ça, c'est une discipline de marché. Ensuite, donc il y a eu un certain nombre de critiques de ce phénomène-là. Ensuite, faut-il casser le thermomètre pour éviter la fièvre? Ça, c'est une autre question. Faut-il empêcher les phénomènes de short selling sous prétexte que ils augmentent les capacités, enfin ils augmentent le coût de financement des entreprises ou des États. Voilà. De mon côté, je suis quand même pour la discipline de marché, c'est-à-dire la sanction par les marchés lorsque un État ou une entreprise est mal géré. Et ce qui implique également l'incitation pour ces États ou ces entreprises d'être mieux gérés, car un État mieux géré ou une entreprise mieux gérée va réduire son coût de financement. Donc c'est quelque part une discipline assez vertueuse qui peut être douloureuse à certains égards, mais qui est certainement nécessaire. Alors, et justement, pour revenir en fait sur pour rebondir sur ce dernier point et revenir peut-être à la question des réserves fractionnaires, ce qui peut gêner peut-être aussi dans le short selling, c'est le fait qu'on le fait avec de l'argent qui est créé à partir de pas grand-chose par les banques centrales, en quelque sorte. C'est le fait que ce soit si facile pour ceux qui peuvent se procurer des capitaux, de se les procurer à partir de, encore une fois, quelque chose qui n'existe pas, et d'utiliser cet argent pour éventuellement shorter et mettre en difficulté des gens qui sont là dans le monde réel et qui ont besoin d'emprunter pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, mais ça c'est un autre débat. En gros, est-ce que tout le monde joue selon les mêmes règles lorsque les uns ont accès à de l'argent qui est créé de manière virtuellement illimitée? Alors je pense qu'il faut quand même distinguer la problématique des réserves fractionnaires, qui est vraiment une problématique dont on peut discuter, et le short selling. Pourquoi? Le short selling ne nécessite pas de fonds initial. Short seller, c'est avant tout la capacité soit d'emprunter le titre pour pouvoir le vendre, soit d'utiliser des instruments dérivés qui nous permettront de vendre à terme un instrument financier et donc de jouer sur la baisse, enfin en tout cas de gagner lorsque l'instrument financier va baisser. Oui, mais par exemple, pour tenir une position short, il faut, admettons que notre obligation, par exemple, notre action, au lieu de baisser, elle augmente, et il y a ce qu'on appelle un appel de marge, où on demande finalement à celui qui short l'actif en question, de montrer qu'il a quand même suffisamment de ressources pour couvrir les pertes s'il perd son pari. Et d'ailleurs, de la même manière que quand on parie en longue et on parie sur la hausse de quelque chose, la perte est limitée et le gain est illimité virtuellement. C'est le mécanisme inverse dans le short selling. Donc quelque part, ça veut dire quand même que ceux qui ont les moyens d'avoir des poches plus profondes peuvent tenir plus longtemps un pari qui pourrait être tout aussi vrai ou tout aussi faux que celui du voisin, mais bon, eux pourront le tenir plus longtemps, quoi. Tout à fait. Mais ensuite, par exemple, la capacité pour une banque d'emprunter pour financer ses pertes sur ses short selling n'augmentera pas ou ne baissera pas son profit. Ça lui donnera donc plus de trésorerie pour tenir une position qu'elle détient à tort, apparemment. Ce n'est pas toujours le cas.
mais son impact sur le profit sera tel qu'il est. Oui, mais si elle emprunte à taux zéro, par exemple, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle perd à emprunter des liquidités lorsque je pense en particulier à la période où les taux nominaux étaient carrément négatifs entre la Banque centrale européenne et les banques commerciales. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais est-ce que c'est encore du jeu en quelque sorte si elles peuvent emprunter à zéro dès que les choses vont mal? Auquel cas, bon, elles savent très bien que à long terme, de toute façon, si elles retrouvent des profits, elles rembourseront. Si elles remboursent pas, elles emprunteront plus à la Banque centrale et voilà, et les taux sont à zéro, donc. Tout à fait. Ce que je souhaite mentionner, c'est que cette problématique, elle est vraie en effet pour tenir une position short, mais elle est vraie également pour n'importe quel type d'investissement. C'est-à-dire que l'entreprise peut en effet emprunter pour, par exemple, faire un crédit ou pour jouer sur n'importe quel marché financier, même sur des positions longues. Le fait que ce soit une position short ne change ne crée pas une particularité par rapport aux réserves de système fractionnaire. En effet, la capacité des banques à avoir de l'argent à faible prix implique une augmentation de leur capacité à prendre des positions sur les marchés ou à prêter. Mais ça impacte donc pas plus la vente à découvert que le crédit en général, quoi. Voilà. Je souhaiterais quand même mentionner un autre point, c'est que en période de baisse des taux, en général, on voit une augmentation du prix des actifs. Et cette augmentation du prix des actifs implique que le pari principal quand même des investisseurs, c'est un pari sur la hausse. C'est-à-dire que les short sell sont un peu plus rares, même si de manière... Ce qui pose ensuite d'autres problèmes, parce que je veux dire, ça veut dire là encore que ceux qui ont l'argent d'investir dans des actifs, d'ailleurs peuvent s'appuyer sur ce qu'ils détiennent pour emprunter encore plus par le système de la mise en gage, quoi, ce qu'on appelle le collatéral. Ils peuvent, enfin c'est un cercle vertueux pour eux, mais qui est un peu vicieux pour tous les autres, parce que ça veut dire que moi, si je prends le train en route et que j'arrive un peu tard, je suis plus jeune, j'investis plus tard, finalement quelque part des investissements me sont inaccessibles à cause de taux d'intérêt bas qui ont fait plaisir à tout le monde pendant 10-15 ans, mais qui produisent un effet qui est peut-être pas évident pour tout le monde, mais enfin qui existe quand même, non? Tout à fait. Alors, donc là, on plonge dans la problématique du système bancaire à réserve fractionnaire, qui, lorsqu'en effet il y a une baisse des taux d'intérêt, implique une augmentation du prix des actifs. Peut-être dans un premier temps, je vais définir ce qu'est le système de réserve fractionnaire. Le système de réserve fractionnaire, c'est quoi? C'est la capacité pour les banques de détenir une fraction des déposits en réserve. Alors le taux de réserve fractionnaire à l'heure actuelle, il est très bas, il est presque symbolique, on va dire. Le risque de la banque est davantage contrôlé par d'autres mécanismes, notamment par les réglementations prudentielles. Toujours est-il que la banque a la capacité donc d'utiliser les dépôts qui lui sont confiés pour investir, soit pour proposer des crédits, soit pour investir sur les marchés financiers. L'impact, c'est quoi? C'est la formation de bulles sur les marchés financiers et la diffusion de crédit à très faible taux. Ce qui, dans un premier temps, il est vrai, peut stimuler l'économie. Dans un premier temps, ça fait plaisir à tout le monde, parce que ça veut dire que sur des promesses, finalement, sur le papier, la richesse de tout le monde augmente parce qu'on a accès à du capital qui, soi-disant, va augmenter la croissance. Mais enfin... Voilà, tout à fait. Mais qui, sur le long terme, crée des effets assez pervers. Notamment sur les comportements d'épargne, car si les taux d'intérêt sont plus faibles, potentiellement les comportements d'épargne vont changer et l'épargne peut être moins abondante en quelque sorte. Cela peut être néfaste. Pourquoi? Parce que les prix des actifs augmentent, donc ça bénéficie en particulier à ceux qui en ont et moins à ceux qui en ont pas. Et le troisième effet, en effet, c'est ceux qui veulent les acheter, ces actifs.
ceux qui veulent acheter ces actifs, notamment, je pense en particulier aux actifs immobiliers que tout le monde souhaite se procurer. Oui, ça c'est le truc le plus symbolique. Le plus symbolique, mais au final, c'est le même mécanisme sur les actifs financiers, sur les obligations, sur les actions. J'y reviendrai juste après. Eh bien, ces actifs sont beaucoup plus chers et donc beaucoup plus difficiles pour ceux qui ont de très faibles revenus et un collatéral plus faible de se les procurer. Ouais. Alors, ce que je viens de décrire pour l'immobilier, c'est quelque chose qui existe également pour les actifs financiers. Pourquoi? Parce que les actifs financiers peuvent servir les individus à générer des revenus futurs. Oui. Bon, nous vivons dans un système en France de retraite par répartition, donc nous ne sommes pas vraiment éveillés à ce type de problématique, mais imaginez que vous ayez à créer votre propre retraite en achetant par vous-même des instruments financiers. Ouais. Le fait que ces instruments financiers aient des rentabilités beaucoup plus faibles implique qu'il sera beaucoup plus difficile ou il prendra beaucoup plus de temps pour vous de vous créer une rente qui permettrait de financer vos retraites. C'est ça le coût et c'est ça l'effet pervers d'un système à bateau, un système à bateau qu'encourage ou qu'amplifie le système de réserve fractionnaire en quelque sorte. Et l'assèchement de l'épargne, on parlait du changement des comportements d'épargne, donc typiquement les taux baissent, l'épargne rapporte moins, je vais moins épargner, toutes choses égales par ailleurs. Mais finalement, si je peux toujours étendre en quelque sorte, augmenter l'effet de levier des réserves fractionnaires et dire c'est pas grave, on change les règles et la banque peut émettre un peu plus de crédit. On peut avoir l'impression, l'observateur peu averti sur ces questions, on peut avoir l'impression que ça revient au même. À quoi bon finalement mettre de côté de l'argent de son salaire ou quoi, si la banque peut créer de l'argent qui circule avec la même valeur et qui peut tout aussi bien donc financer les entreprises, les particuliers, etc. Quelle est la faille dans le raisonnement? Quelle est la limite de ça? Vous avez raison en quelque sorte. Je dirais que malgré tout, il y a des effets de redistribution qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que même si on est dans un système de crédit facile, ce qui est de moins en moins le cas, là je rappelle que les taux augmentent à l'heure actuelle, mais admettons que nous sommes toujours dans un système de taux très bas. Il y a un certain nombre de personnes qui vont être quand même exclues des services bancaires que peuvent procurer les banques pour deux raisons. Premièrement, parce que leur revenu est faible. Deuxièmement, parce que leur collatéral est trop faible pour pouvoir emprunter. Et le raisonnement de dire que finalement les banques peuvent prêter à tout le monde indépendamment de leurs revenus et de leur richesse est faux en quelque sorte. Il y a malgré tout une sélection qui est faite, même dans des systèmes à taux bas. Ce qui peut créer des problématiques, bien entendu, d'inégalité. Voilà. Donc, c'est un système qui peut. Alors, on a des pays qui ont des taux bas depuis très longtemps. Je pense par exemple le Japon, mais qui a un cas très particulier. Voilà. J'en ai parlé avec Jean-Marc Daniel. Là aussi, je fais juste la référence pour les auditeurs. On disait que le Japon c'était quand même assez particulier au sens où ils achètent les bons du trésor par patriotisme et que il y avait d'autres mécanismes qui faisaient que l'inflation se voyait pas trop, mais je crois que même maintenant là ils commencent à devoir un petit peu les remonter. Mais j'ai pas d'autres exemples que le Japon, et encore une fois où les comportements d'épargne sont peut-être moins rationnels, moins guidés en tout cas par le profit seulement que dans des pays plus occidentaux de notre culture. Tout à fait. Encore une fois, il y a des aspects positifs à cette politique de taux bas, mais il faut voir aussi les aspects négatifs et avoir en tête que l'augmentation du prix des actifs, immobilier, ça paraît très évident, mais également l'augmentation du prix des actifs financiers peut poser un réel problème pour ceux qui se projettent et pour ceux qui veulent constituer justement une épargne pour leur futur ou voire pour leur retraite. D'accord.
Donc là, on vient de parler de l'époque de taux bas qu'on a connue pendant 10-15 ans, quelque chose comme ça. Là, l'actualité pressante du moment, c'est la remontée des taux. Donc d'abord, pourquoi cette remontée des taux et en quoi peut-on dessiner un lien avec cette actualité des crises bancaires que tu vas justement essayer de nous synthétiser et de nous expliquer plus en détail? Alors bon, je pense que l'augmentation des taux est assez claire, hein. Les banques centrales souhaitent lutter contre l'inflation au sens où on parle de l'augmentation générale des prix. Donc les banques centrales, en augmentant leur taux directeur, vont diminuer les capacités des banques à faire des crédits ou à faire des crédits à des taux plus importants, et donc vont par cela diminuer la masse monétaire et donc limiter l'inflation. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un débat sur l'efficacité des politiques monétaires, car un certain nombre d'économistes considèrent que l'augmentation des prix provient davantage d'un choc d'offres procuré notamment par l'augmentation du prix de l'énergie et les conflits géopolitiques, notamment en Ukraine et en Russie. Donc ça, toujours est-il que les taux augmentent, les taux ont augmenté en Europe, les taux ont augmenté aux États-Unis. L'inflation a du mal à baisser. Oui, c'est transitoire depuis 3 ans, quand même. Hein. Voilà. En effet, cette augmentation des taux commence à poser un certain nombre de problèmes, notamment dans le système bancaire. Donc là, nous avons vu le mois dernier, où il y a environ 2 mois, des problèmes sur des banques de taille moyenne aux États-Unis. Je pense notamment à la Silicon Valley Bank. Et là, il convient peut-être d'en parler de manière un petit peu plus précise. Oui. Alors, c'est vrai que d'un point de vue général, on peut penser que l'augmentation des taux implique une baisse des profits des banques. Encore que... Une baisse des profits des banques ? Une augmentation des taux, oui, augmente en général, génère en général une baisse du profit des banques. Alors c'est drôle parce que j'ai déjà entendu le contraire et plusieurs fois. Donc quel est le raisonnement derrière ça? En quoi est-ce que ça? Alors le raisonnement est le suivant. Les banques ont des actifs de long terme et ont un passif à court terme. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont des rémunérations sur des crédits, par exemple, qui sont faits à 10-15 ans, mais elles se refinancent soit auprès de la Banque centrale, soit sur le marché interbancaire, à des taux sur le court terme. Alors, c'est des taux fixes, mais au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, sur le marché interbancaire, si ces taux sont amenés à évoluer, et donc du coup à augmenter, l'impact, c'est que... cette augmentation de taux renchérira en effet le coût des emprunts des banques. Pour honorer en quelque sorte les les intérêts. Tout à fait. Et d'autre part, l'actif des banques est en général fait donc d'actifs long terme qui, lorsque les taux commencent à augmenter, le prix des actifs commence à baisser. Donc il y a un effet ciseau qui potentiellement peut amener à une diminution des marges des banques. Donc voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans un premier temps, parce que la logique autre que j'avais entendu développer, c'était que lorsque les taux augmentent, finalement, un taux plus élevé sur la même somme d'argent, ça faisait que tout à fait. Au final... Alors, il faut différencier, je pense, à ce niveau-là, le flux et le stock. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, le stock souffre, mais le flux... Mais le flux, c'est-à-dire les nouveaux crédits sont faits à des taux qui potentiellement sont plus importants, et donc du coup, sur l'aspect flux, on a des gains. Voilà. Ensuite, il est vrai que dans un premier temps, le stock a un impact dominant par rapport au flux. Il faut attendre qu'il y ait un certain nombre de nouveaux prêts qui soient faits à des taux plus importants pour que, en effet, les profits des banques repartent à la hausse en quelque sorte. Oui, et en plus, il faut que ces prêts soient faits, mais dans un sens, c'était l'objectif de la Banque centrale, qu'il n'y ait pas trop de prêts non plus qui soient faits, parce que justement le but aussi des taux plus élevés, c'est quand même mécaniquement de freiner l'accès au crédit. Donc quelque part, si les banques deviennent plus profitables suite à une hausse de taux, c'est qu'il y a un problème dans l'effet voulu par les banques centrales.
En effet, bon, après, on peut imaginer que ça se fait sur des volumes plus faibles, mais toujours est-il qu'il y a potentiellement cet effet positif. Donc, il n'y a pas qu'un effet négatif. En effet, il y a deux effets, et il y a une transition qui doit être faite, et cette transition, elle a été assez difficile pour un certain nombre de banques, notamment aux États-Unis, et la Silicon Valley Bank a souffert. A souffert de quoi principalement? Donc en effet, la Silicon Valley Bank détenait un certain nombre d'actifs, des actifs pas du tout risqués au sens où il n'y a pas eu de risque de crédit, c'était principalement des obligations d'État. Oui, donc on peut pas faire moins, enfin on peut pas faire, oui, ça, on peut pas faire moins risqué en quelque sorte. On peut pas faire moins risqué, mais l'augmentation des taux a entraîné la dépréciation ou la dévalorisation d'un certain nombre de ces actifs qui étaient au demeurant en général valorisés comptablement à un coût amorti, c'est-à-dire non pas à une valeur de marché, mais on va dire à un coût d'achat avec l'amortissement des intérêts, en quelque sorte. Et donc la fluctuation du prix de ces actifs, qui étaient sensiblement à la baisse, n'était pas valorisée telle quelle dans le bilan de la banque. Donc on avait l'impression que tout allait bien, quoi. Enfin, que tout allait bien. En tout cas, que ça allait, puisque quand on comptabilise au coût amorti, ça veut dire que finalement on ne tient pas compte de l'éventualité où on serait obligé de vendre plus tôt que prévu, avant l'arrivée à maturité des bons du Trésor en question. Tout à fait, et notamment une des raisons, une des conditions pour valoriser ces actifs au coût amorti, c'est l'idée qu'on va détenir ces obligations jusqu'à maturité. Et il est vrai que si on détient en effet ces obligations jusqu'à maturité, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'évaluer ces actifs au prix de marché. On récupère son... Tout à fait, et de créer de la volatilité sur le profit. Entre-temps. Voilà. Le problème, il y a un problème lorsque il y a au niveau du passif de la banque, donc au niveau des dépôts, des sorties. Oui. Car lorsqu'il y a des sorties au niveau des dépôts, l'actif doit s'ajuster. Oui. Et une liquidation d'actifs doit avoir lieu pour permettre de couvrir le passif. Voilà. Alors, donc c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on peut revenir sur la genèse de cette sortie d'actifs. Il y a eu un certain nombre d'événements. Oui, parce que c'est un cas particulier, la Silicon Valley Bank. Mais alors, justement, quelle était sa particularité? Et est-ce que ça veut dire pour autant que le reste du système bancaire peut dormir tranquille? Alors, bon, déjà, dans un premier temps, pour la Silicon Valley Bank, non, alors, il faut jamais dormir tranquille, déjà. Il faut toujours se méfier de ce qui peut se passer dans le système bancaire. En tout cas, dans le cas de la Silicon Valley Bank, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est il y a eu toute une histoire de rumeurs, comme quoi la banque allait mal, ce qui a généré des sorties. Il faut avoir en tête également que les dépôts aux États-Unis, d'ailleurs comme en Europe, sont garantis à un certain... Bon, alors le niveau de garantie est pas le même en Europe et aux États-Unis, bien entendu, mais il y a un système de garantie des dépôts qui est limité à $250,000. C'est-à-dire que tous les dépôts qui vont au-delà de $250,000 ne sont plus garantis. Et justement, il y avait un certain volume de dépôts qui n'étaient pas garantis au sein de la Silicon Valley Bank, et ce qui crée davantage de volatilité. On s'imagine, si vous avez 500 000 euros sur votre $500,000 du coup sur votre compte en banque, et qu'il y a des rumeurs comme quoi la banque va pas très bien, vous vous dites que vous allez potentiellement perdre la différence entre les 500 000 et tout ce qui est au-delà de 250 000. Voilà. Donc il y a quand même sur les gros dépôts une volatilité qui est assez importante. Donc il y a eu des sorties liées à ces deux phénomène de rumeurs et par rapport aux tailles des dépôts, qui a entraîné la nécessité pour la banque de liquider des actifs, pour le coup au prix de marché, et donc de générer des pertes. Qui a entraîné en effet la faillite de la banque et l'intervention du régulateur monétaire, du régulateur financier aux États-Unis. Alors là, il y a plusieurs questions à traiter. D'abord, est-ce que si les déposants avaient gardé leur calme ou qu'on les avait empêchés, par exemple, de retirer leurs dépôts, le temps, par exemple, que la banque centrale américaine vienne au secours
de SVB en apportant des liquidités, par exemple, pour mieux couvrir le passif. Est-ce que ça aurait pu bien se terminer? Alors, s'il n'y avait pas eu de sortie, il n'y aurait pas eu nécessité de vendre des actifs à perte. Ouais. Et donc, du coup, il n'y aurait pas forcément eu la crise, la mini-crise bancaire qui a été déclenchée aux États-Unis. On pourrait donc en conclure, si on faisait un raccourci et qu'on n'a pas beaucoup d'égards pour la liberté de disposer de son argent, que finalement, ça aurait presque été un devoir de la part de l'État ou des agences de régulation, enfin en tout cas de l'intervention publique, d'empêcher ce comportement par ailleurs tout à fait rationnel du point de vue individuel, mais qui, si on le laisse faire, faisait chuter la banque, alors que si tout le monde gardait son calme, elle ne chutait pas. Oui, mais là, on change la nature du produit financier qui est un dépôt, qui consiste à donner la possibilité à ses clients de pouvoir retirer à tout moment, sur demande, leur argent. Ah oui. Donc, on part sur une hypothèse. C'est utilisé de manière très exceptionnelle, quoi. Voilà, le dépôt, enfin les comptes, la spécificité, c'est leur liquidité, leur capacité à être utilisée sur demande par les clients. Et d'ailleurs, c'est peut-être une question stupide, mais pourquoi est-ce que les personnes ou plutôt les institutions qui avaient des dépôts supérieurs à 250 000 $, pourquoi ne pas tout simplement ouvrir des comptes dans différentes banques et rester toujours en dessous de 250 000? Bah ça c'est peut-être quelque chose que l'on se dit maintenant au lendemain d'une crise en effet. Oui, ça semble facile à dire bien sûr voilà. quand le truc s'est passé, hein, mais, et ensuite d'autre part c'est pas l'unique raison pour laquelle il y a eu des mouvements, hein, même si vous avez moins de 250 000 $ et que vous êtes en théorie garanti par un système de garantie des dépôts. Vous dormez pas forcément bien le soir quand vous savez que votre banque va faire faillite. Voilà. L'intervention des autorités américaines, alors est-ce que c'était la Banque centrale ou d'autres autorités? Ben ça, peut-être tu vas nous le préciser. Mais elle a été présentée du point de vue de la communication qui a été faite autour lors des conférences de presse et autres communiqués. Elle a été présentée comme fondamentalement différente de ce qui avait été fait en 2008. C'est-à-dire, non, on n'a pas refinancé les banques. On a fait autre chose, on a juste étendu la garantie des dépôts au-delà de 250 000 $, mais de manière rétroactive finalement, pour rassurer tout le monde. Mais donc c'est pas le contribuable américain qui a payé la facture pour sauver les fesses des banquiers, pour le dire vulgairement. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Alors, en effet, l'ironie de l'histoire, c'est bien entendu que l'ensemble des dépôts, même les dépôts qui excédaient les 250 000 $, ont malgré tout été garantis. Bon, peut-être qu'il y aurait eu moins de volatilité sur le passif si ça avait été le cas dès le départ. Voilà, si cela avait été au moins intégré dans les anticipations des agents économiques dès le départ. Ensuite, est-ce que ça a coûté de l'argent aux ménages américains? Donc, je ne pense pas, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les dépôts c'est que les actifs, en fait, les actifs que détiennent, qu'a détenu la banque, et qui a donc été vendu ces actifs n'étaient pas pourris, ces actifs étaient de qualité. Bien sûr, ouais. Donc il n'y a pas eu de perte de ce point de vue. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête malgré tout, hein, quand on regarde le système d'un point de vue un peu holistique, les dépôts qui sont partis de SVB dans un premier temps ont bien atterri quelque part dans d'autres banques. Oui, je comprends, il y a pas eu de valeur qui s'est évaporée comme ça, comme en 2008, quand on s'est rendu compte qu'on était assis sur du sable, quoi. Voilà. Et ce qui donne la capacité, en effet, à des banques, ou même par exemple aux banques centrales, d'utiliser ces fonds pour pouvoir, d'autre part, garantir ces dépôts. Alors, la faille qui me semble ressortir de ce système-là, c'est que finalement, si le plafond est relevé pour l'assurance des dépôts, ça veut dire quand même que les sommes que s'expose à payer la FDIC aux États-Unis, donc qui est l'agence qui
qui assure tout ça, qui assure ces dépôts, finalement, elle s'expose à payer des sommes plus importantes enfin, en cas de justement de crise bancaire, que ce soit dans une banque ou dans plusieurs banques, etc. Donc, est-ce que quelque part, si c'est un mécanisme d'assurance, je suppose que ce sont les banques elles-mêmes qui cotisent à ce fonds, à ce fonds de garantie des dépôts. Est-ce que mécaniquement, ça se retrouve pas quand même sur en partie les profits de la banque, en partie les salaires des employés, et puis en partie les coûts payés par les consommateurs de la banque, qui sont aussi des contribuables finalement, tous ces gens. Donc c'est pas le contribuable qui paie, mais si c'est le client de la banque, est-ce que c'est très différent? Alors, il faut voir aussi que en face de cela, il y a les obligations qui étaient détenues par les banques et qui ont une certaine valeur aussi. C'est des obligations qui n'ont pas perdu de valeur, sur lesquelles il n'y a pas eu de défaut. Oui. Et en effet, il y a certainement un coût, mais qui est un coût de second ordre, qui correspond au fait que les dépôts, que les garanties ont été actionnées, alors que les obligations, en effet, vont peut-être payer à maturité, bien que ce soit pas des maturités très très longues, les montants voulus. De manière générale, ce mécanisme d'assurance des dépôts, est-ce qu'on a déjà vu souvent des situations où il a servi, mais où il a pu être limité comme ça à une banque, deux banques, auquel cas on comprend bien qu'avec les fonds qui ont été mutualisés, ok, on arrive à sauver tout ça. Mais quand les banques font faillite pour des raisons plus structurelles, et alors là c'est peut-être pas le cas de SVB, mais c'est un peu ce qui se dessine pour d'autres institutions. Si des banques donc se retrouvent par exemple étranglées par la remontée des taux d'intérêt, par l'assèchement de l'épargne ou ce genre de choses, est-ce qu'à ce moment-là, on se retrouve pas dans une situation où il faut sauver tout le monde en même temps et où là, pour le coup, même si sur le papier on a garanti tout le monde, en réalité, on n'aura pas de quoi payer si le risque se réalise en même temps pour tout le monde? Alors en effet, tout dépend de la nature de la faillite, pour les raisons de la faillite. Si la faillite elle est générée en effet par un risque de crédit qui se matérialise et que en effet le fonds de garantie des dépôts doit être actionné, là il y aura une réelle perte qui sera faite par le fonds et donc du coup à terme par l'État. Il y aura forcément quelqu'un qui paiera la note. En tout cas dans ce cas-là, dans le cas où il y a une faillite bancaire générée par un risque par des défauts, ça pourrait être tout à fait, ça pourrait générer une augmentation des taxes et donc du coup ce serait le contribuable qui serait mis à contribution. Ça peut être aussi une baisse des dépenses publiques avec les conséquences que l'on imagine. Ouais. Ça pourrait être aussi tout à fait une augmentation de la dette, hein, donc c'est-à-dire qu'on repousserait le paiement à une génération ultérieure, mais il y aurait quand même quelqu'un qui devrait payer. On pourrait imaginer aussi que ce soit financé par de la création monétaire, et dans ce cas-là, eh bien, ça pourrait générer un surplus d'inflation. Ce serait dans ce cas-là le consommateur qui serait mis à contribution d'une certaine manière. Oui, le consommateur et l'épargnant aussi qui détenait des... Tout à fait. Donc, dans tous les cas, en effet, dans ce cas-là, il y a une facture à payer et ensuite, ce sera un débat politique de savoir qui paiera cette addition. Est-ce que c'est les nouvelles générations? Est-ce que c'est le contribuable? Voilà. Donc, est-ce que c'est le consommateur ou l'investisseur? Mais dans tous les cas, quelqu'un devra payer la note à la fin de cette faillite. D'accord, donc là je pense qu'on a bien fait le tour pour SVB et on sait que c'était un cas particulier parce qu'en plus c'était une banque régionale qui était très concentrée sur un secteur économique en particulier, mais qu'en est-il ensuite des autres banques qui ont fait faillite ou qui menacent de faire faillite? Alors en Europe on a eu le cas de Crédit Suisse, alors, qui était peut-être en difficulté depuis longtemps, je ne sais pas si ce sont les mêmes problèmes qui se sont posés, mais enfin quand même on a l'impression qu'entre Crédit Suisse, First Republic, Deutsche Bank qui est toujours un peu en difficulté depuis longtemps, il y a quand même eu des affaires qui se sont accumulées et que clairement on a senti un vent de panique tout de même dans les milieux, à la fois dans les milieux financiers et chez les régulateurs qui ont tout de suite tenu justement à montrer qu'ils étaient prêts à dégainer l'artillerie lourde pour gérer la situation. Donc quand même, il y a des vrais enjeux au-delà de SVB. Tout à fait. Donc là, on revient sur l'environnement général bancaire, qui est soumis à une hausse des taux très importante depuis plus d'1 an maintenant. Cette augmentation des taux, eh bien, en effet, elle crée des victimes. Les victimes
sont principalement les banques qui sont mal gérées dans un premier temps, Oui. ou les banques qui ne se sont pas couverts sur les risques. Oui. Et donc là, on voit en effet quelques cadavres, entre guillemets, mais il faut avoir en tête quand même, et on en a parlé tout à l'heure, que l'augmentation des taux, bien qu'elle permette une meilleure rentabilité des nouveaux emprunts, des nouveaux crédits, entraîne quand même une dévalorisation des actifs et donc du coup des pertes. Est-ce que les banques centrales pouvaient faire autrement? Si elles, par exemple, si elles augmentaient les taux dans des proportions plus faibles, les gens auraient peut-être plus pas paniqué sur l'inflation et donc ce qu'on appelle les inflation expectations, donc les anticipations d'inflation. Merci. Les anticipations d'inflation donc auraient conduit finalement à tout un réajustement en fait du système financier. Et d'après ce que je comprends, le régulateur voulait éviter ça et c'est pour ça qu'ils ont plutôt voulu se redonner une crédibilité en termes de stabilité des prix. Mais voilà, est-ce que s'ils avaient fait autrement, l'alternative était pas encore pire finalement, qui était de laisser filer l'inflation et de paniquer tout le monde? Ah, tout à fait. Là, il faut bien se rendre compte que il est très inconfortable d'être dans la peau des banquiers centraux à l'heure actuelle, Oui. qui ont plusieurs objectifs à maintenir. Oui. L'objectif de stabilité des prix, et donc ça, c'est normalement leur objectif premier, Oui. mais auquel s'ajoute l'objectif de stabilité financière. Et ces objectifs sont parfois contradictoires. Et là, on voit exactement le cas classique, qui est que l'augmentation des taux en limitant l'augmentation des prix crée potentiellement une instabilité financière. Ouais. Donc, il n'est pas question ici de critiquer les banques centrales, mais juste d'observer les conséquences de leur politique. Oui, les conséquences normales finalement. Des conséquences, voilà, normales, en espérant que, en effet, ces conséquences soient de court terme et qu'on arrive à juguler l'inflation. Il y a beaucoup d'économistes qui considèrent que cette augmentation des taux ne résout pas le problème de l'inflation qui provient d'un choc d'offres, ce que je ne partage pas forcément. Mais toujours est-il que c'est un sujet. Donc non, en effet, être banquier central en ce moment, c'est pas une mince affaire et ces banquiers centraux sont soumis à des contradictions que personne n'aimerait faire face, en effet. D'accord. Un sujet qui revient sur la table à l'occasion de cette crise bancaire, c'est celui des réglementations prudentielles, parce qu'on nous expliquait depuis 10-15 ans que des outils avaient été mis en place pour limiter le risque pris par les banques et le fait que comme le système financier est de plus en plus rapide, de plus en plus mondialisé, etc. Est-ce qu'il y a ses avantages? Mais enfin, ça rend les chocs assez violents et qui se propagent très très vite. Alors, en quoi consistent les réglementations prudentielles? Quelles sont leurs éventuelles limites et leurs effets pas toujours attendus? Alors, les réglementations prudentielles, c'est vraiment une partie du puzzle qui est vraiment impératif à comprendre. Peut-être une manière assez simple d'expliquer ce qu'est la réglementation prudentielle dans le cadre des banques, ce qu'on appelle les réglementations de Bâle. C'est tout simplement essayer de créer un airbag lorsqu'il y a un choc. Donc on peut imaginer que la banque, c'est une voiture. On cherche à protéger qui en particulier? Tout simplement les déposants. Et donc du coup, on va créer un airbag. Et cet airbag, c'est ce qu'on appelle les fonds propres. L'intelligence des réglementations, c'est de considérer en quelque sorte que la taille de l'airbag, donc la taille des fonds propres que les banques doivent garder, dépendent du risque que les banques prennent, c'est-à-dire à la vitesse à laquelle la voiture va. Donc voilà. Et ensuite, en effet, on s'est aperçu après la crise de 2008 que cet airbag, que cette protection, que la quantité des fonds propres des banques n'était pas suffisante. Donc on est passé à une étape supplémentaire au niveau de la réglementation de Bâle, dans ce qu'on appelle Bâle 3, où on a dit bon voilà, il faut davantage de fonds propres, il faut augmenter la taille de l'airbag. Ça a été fait. Et ça a été fait. Ça a été fait graduellement sur une dizaine d'années. Maintenant, les fonds propres des banques sont plus importantes. Les fonds propres, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre la valeur des actifs et la valeur des dettes. C'est impacté notamment par les émissions d'actions et un certain nombre de transactions qui ne sont pas forcément des actions, qui peuvent être des obligations et qui peuvent être assimilées à un certain moment comme des fonds propres.
Les fonds propres, alors est-ce que c'est du capital disponible de manière générale, mais qui éventuellement a été acheté ou emprunté par la banque, ou est-ce que c'est vraiment l'argent avec lequel a été constituée l'activité bancaire au départ? Est-ce que c'est vraiment genre le capital de base, celui qu'on voit par exemple dans les petits documents? Voilà, c'est le capital de base, mais le capital de base, il évolue au cours des années en fonction des profits, en fonction des dividendes qui sont payés. Oui. Donc au final, la valeur des fonds propres, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la différence entre les actifs et les dettes. Oui. Et en effet, si vous voulez augmenter vos fonds propres, vous allez par exemple faire une émission d'actions, ou alors vous allez traiter peut-être émettre des obligations risquées, donc juniors, qui peuvent être assimilables à des fonds propres. Ce qui permet quoi? Ce qui permet d'absorber les risques que prenne la banque. Si la banque prend des risques, enfin elle en prend forcément, hein, c'est son business model que de prendre des risques, les pertes seront absorbées dans un premier temps par ses fonds propres. En effet, il faut que ces fonds propres soient suffisamment importants pour que le risque ne se propage pas à des niveaux de dette beaucoup plus importantes et évidemment, je pense en particulier au dépôt. Donc ça, ce sont les réglementations prudentielles. Les réglementations prudentielles, ensuite, en dehors de ces montants minimums de fonds propres, ont été enrichis d'un certain nombre de ratios, notamment les ratios de leverage, donc de ratios d'effet de levier, et également les ratios de liquidité. Le ratio de liquidité étant tout simplement le ratio entre les actifs de court terme et les passifs de court terme. Donc votre capacité à honorer des obligations, honorer en tout cas des obligations financières, des dettes, voilà, tout à fait, sur très rapidement quoi, en vendant les bijoux de famille. Tout à fait. Et donc du coup, il faut que la banque détienne des actifs très liquides pour permettre de payer des dettes très court terme, tout simplement de manière à ce que la banque ne soit pas en difficulté. Ce qui me permet de revenir rapidement sur le cas de SVB qui était exempté de ses obligations de ratio liquidité partiellement depuis environ 5-6 ans. Une loi qui a été passée sous la présidence de Donald Trump. Sous la présidence de Donald Trump. Qui parfois a permis de présenter la chose comme l'origine de la crise en question, c'est la réglementation introduite par Donald Trump. Est-ce que dans quelles conditions est-ce qu'elle a été introduite? Est-ce que ça semblait sensé sur le moment? Bon, alors après, il est difficile de dire si en l'absence de cette réglementation, SVB aurait connu les mêmes déboires. Ça, c'est une autre question, c'est spéculatif, mais en effet, ça n'a pas aidé le fait d'être partiellement exempté de ces ratios de liquidité, très certainement. Bon, ensuite, est-ce que c'était suffisant pour prévenir la crise? Ça, je ne sais pas. Ensuite, cette crise a été également utilisée politiquement pour discréditer le mandat Trump, peut-être pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais voilà, il y a beaucoup de discours politiques derrière ces analyses. Tirer un peu sur ambulance, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Ces ratios de liquidité, ils ont été introduits, ils sont respectés. Voilà. Est-ce que le système bancaire est donc plus résilient qu'en 2008 et surtout est-ce qu'il est suffisamment résilient pour la situation actuelle? La guerre, l'inflation. Tout à fait. Alors je pense que d'un point de vue général, lorsqu'on est dans un système de réserve fractionnaire, on est forcément soumis à des risques. On peut limiter ces risques sans les réduire à zéro. Il y aura toujours un risque. Bon, en effet, les banques sont plus résilientes qu'en 2008, ça c'est clair, notamment grâce à ces réglementations. De là à dire qu'il n'y aura plus de crise bancaire, c'est bien trop ambitieux, en effet. La plupart des paramètres qui sont utilisés dans le cadre de ces réglementations proviennent de stress tests, en tout cas de variations qui ont eu lieu dans le passé. Y aura-t-il des variations encore plus importantes que le passé? Ça, on ne peut pas le garantir. En fait, on teste la résistance des banques en les soumettant à des conditions de pression, enfin ce qu'on appelle les stress tests. Donc on simule, je crois, un événement particulier et on voit comment les banques réagiraient à telle ou telle modification de tel prix de tel actif, etc. Mais on fait tout ça en utilisant les crises passées.
c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Même lorsqu'on utilise des modèles mathématiques, les paramètres utilisés sont les paramètres qui, à un moment donné, proviennent de valeurs passées. Et donc, il n'y a rien qui garantit que le futur, que le passé permettra de déterminer le futur. Vous voyez. Donc non, on peut pas dire de manière certaine qu'il y aura pas de crise. Bien au contraire, il y en aura certainement. Voilà. Bon, ensuite, il est clair que le système bancaire est quand même plus robuste que ce qu'il n'a été dans les années 2008. Ce qui m'inquiète toujours, c'est plutôt le niveau d'endettement des États qui fait que si ils se retrouvent un peu en difficulté par des taux d'intérêt plus élevés, peut-être une baisse des recettes fiscales, s'il y a un peu de récession, voilà, enfin des différents facteurs comme ça, ou la nécessité d'avoir plus de dépenses publiques. Là encore, pour gérer un peu l'agitation sur l'inflation, sur les retraites, enfin ce genre de choses. Est-ce que ça crée pas cette fois-ci un risque de crédit pour les banques qui détiennent, enfin les banques et tous ceux en fait, toutes les institutions financières qui détiennent cette dette? Parce que là, pour le coup, si demain la Grèce fait faillite ou l'Italie fait faillite, est-ce que notre système financier est beaucoup plus robuste? Est-ce qu'il sera suffisamment robuste pour gérer ce genre d'événement? Alors, il y a un point intéressant dans votre question, c'est en effet quel est l'impact de l'inflation. Donc là, vous parliez des taux d'intérêt, mais c'est vrai que les taux d'intérêt intègrent aussi le niveau d'inflation. Donc au final, quel est l'impact de l'inflation sur la dette ou sur les finances publiques, on va dire. Et il est vrai que dans un premier temps, l'augmentation des taux d'intérêt implique une augmentation des coûts de refinancement. Donc du coup, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour les États. Mais en même temps, l'inflation en soi n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les États dans la mesure où cela peut générer des recettes futures. Bah, mais mécaniquement déjà ça augmente les recettes fiscales finalement si les prix augmentent, etc. Bon bah les recettes fiscales suivent, mais enfin quelque part, ça veut dire quand même que notre contribuable, il se retrouve avec les poches un peu moins pleines. Enfin, il en a un peu moins pour la même somme d'argent, et donc ça sera peut-être plus difficile d'augmenter les impôts dans le futur, ne serait-ce que pour suivre la trajectoire actuelle de dépenses publiques. Alors tout à fait. Donc c'est vrai, il y a le court terme et le long terme, et on parle aussi souvent de la zombification de l'économie en quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire, quelque part, lorsque quelque chose ne va pas, hein, il y a deux choix. Soit on arrache la pomme de l'arbre, soit on la laisse tomber et la laisse pourrir sur la branche. En quelque sorte, le choix qu'on prend principalement, c'est de la laisser mourir sur la branche. Ouais. Et en effet, un des risques potentiels, c'est quoi? C'est que la croissance économique soit beaucoup plus faible à long terme, et donc du coup qui mettent en péril nos capacités à rembourser nos dettes, aussi bien publiques que privées, car il y a aussi la dette privée. Oui, c'est ça. Hein, bien sûr. Donc oui, tout à fait. Il y a quand même un risque à long terme global qui pourront en effet impacter les banques comme le reste de l'économie. D'accord. Et si on revient sur les réglementations prudentielles, une de tes spécialités en matière de recherche, c'est la notion d'arbitrage réglementaire. Donc en quoi ça consiste et comment est-ce qu'on peut le relier aux enjeux actuels? En effet, j'ai travaillé sur l'arbitrage réglementaire. Donc, qu'est-ce que c'est l'arbitrage réglementaire en deux mots? C'est la capacité des agents économiques, par exemple des banques, des sociétés de gestion ou des acteurs de la finance, à en quelque sorte optimiser les coûts réglementaires, parfois les contourner aussi, parfois même à créer des instruments financiers qui permettront de réduire les coûts provenant des réglementations. Donc il y a un certain nombre d'innovations ou de produits financiers qui permettent en effet de contourner un certain nombre de règles. Le point important, c'est d'essayer d'évaluer l'efficacité des réglementations en intégrant les comportements d'arbitrage réglementaire, c'est-à-dire de contournement, des stratégies de contournement. Je parle des banques, mais de n'importe qui au final, hein, mais y compris dans le système financier, les stratégies de contournement de ces réglementations. Donc, si on me traite mal ici, soit je vais ailleurs, soit je fais en sorte de m'exposer ailleurs, de bénéficier des réglementations
plus souple dans un autre endroit, via des mécanismes financiers qui seraient trop complexes à expliquer ici, je pense. Alors il y a plusieurs stratégies. Donc il y a des équipes spécialisées dans ce domaine, c'est-à-dire spécialistes des réglementations, qui dans un premier temps essayent de voir si il n'y a pas des failles au sein de ces réglementations qui leur permettraient d'être exploitées. Aussi, une autre manière de contournement, c'est ce que vous avez évoqué, c'est la possibilité finalement d'aller vers des juridictions qui sont peut-être moins tatillonnes au niveau des réglementations. Voilà. Et est-ce que ça donnerait pas raison à ceux qui disent il faut se mettre d'accord au niveau mondial pour harmoniser les réglementations prudentielles et là on parle du sujet de la banque, mais c'est vrai sur bien d'autres sujets au niveau environnemental ou autre, pour dire voilà, il faut plus que les règles soient différentes d'un endroit à l'autre, sinon bien sûr que dans la mesure du possible tout le monde va aller vers les règles les plus souples, ce qui annule l'effet attendu des réglementations plus strictes. Est-ce que c'est sain qu'on puisse arbitrer comme ça entre des réglementations différentes? Est-ce que les réglementations, par exemple, les plus strictes sont trop strictes, ou est-ce que c'est plutôt elles qui ont raison et que finalement on gagnerait en quelque sorte à limiter la circulation du capital d'un pays à l'autre? Ces stratégies posent la question de la convergence des régulations dans les différents pays. Et on voit en effet une tendance à cette convergence par rapport à il y a 10, 20, 30 ans. On voit quand même une convergence. Pourquoi? En fait, cette convergence, elle provient en particulier de la capacité des agents économiques à arbitrer. Donc ça, c'est juste un constat. Oui. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Est-ce que c'est souhaitable que les réglementations convergent? Ça, c'est une autre question. Et peut-être en effet que cette convergence pourrait nous enlever un certain nombre de libertés. La réglementation est unique partout dans le monde. D'un côté, elle empêcherait les agents économiques de pouvoir s'extirper de réglementations qui sont trop contraignantes. D'un autre côté, des réglementations trop globales et trop centralisées peuvent donner lieu à des stratégies en local de contournement parce que les coûts de surveillance peuvent être plus faibles, par exemple. Oui, c'est-à-dire même si la règle est la même pour tout le monde, il y a des endroits où on sait qu'elle est moins respectée, enfin qu'on la fait moins respecter. Voilà. Et de manière générale, est-ce que ces règles prudentielles, est-ce qu'on va dans le bon sens en termes de réglementation, à la fois en termes de degré, on va dire, de prudence et aussi de complexité dans ce que ça représente comme coût pour les entreprises de se mettre aux normes. Est-ce que tout ça va plutôt dans le bon sens ou est-ce que les effets pervers sont de plus en plus visibles? Alors, il est clair que les réglementations prudentielles sont parmi les plus complexes. C'est d'une complexité incroyable et même les banques, lorsqu'elles font des projections, elles mobilisent des ingénieurs pour calculer tout ça. Donc il y a un effet complexité qui est jamais positif en effet pour l'économie. Ensuite, d'un point de vue stabilité, en enlevant cet aspect complexité, en ne considérant pas la complexité qui, je pense, reste un problème pour les réglementations. L'augmentation des fonds propres, c'est nécessaire pour la stabilité. Pour ceux qui considèrent par exemple qu'un système de réserve à 100% est nécessaire, oui, ça nous rapproche plutôt de ça en quelque sorte. On se rapproche, voilà, un système où les fonds propres sont plus importants nous rapproche d'un système de réserve à 100%, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que la taille de l'actif est plus importante par rapport à la taille. Ça limite l'expansion du crédit, quoi. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ensuite, la question, c'est pourquoi pas passer sur un système de réserve à 100% plutôt que de monter cette usine à gaz avec. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est toute la question. Et je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que lorsque une maison est un peu bancale, il faut la raser et la reconstruire intégralement, ou est-ce qu'il faut mettre un petit muret pour qu'elle se maintienne droite, bien que ce soit malgré tout imparfait? Enfin, même si on obligeait par exemple à un système de réserve à 100%, probablement que le crédit prendrait d'autres formes et peut-être ne se ferait pas directement dans les banques et de manière très très officielle, mais que en réalité il y aurait certainement des arrangements institutionnels plus décentralisés, peut-être moins formalisés, qui feraient que à partir d'un actif réel, on ferait toujours quelque part du crédit et donc de la nouvelle monnaie qui circulerait dans l'économie
et qui aurait les mêmes effets, peut-être à un degré moindre, mais qui aurait les mêmes effets qu'un système de réserve fractionnaire. Tout à fait, en effet. Un système de réserve fractionnaire sous contrainte d'obligation sur les fonds propres, ce qui en fait un système un petit peu hybride entre les deux. Non, sur le très long terme, je suis assez d'accord. Encore faut-il passer cette période. Donc encore une fois, là, il y a quand même un sujet sur la préférence pour le présent en quelque sorte. Mais oui, on pourrait tout à fait imaginer que le financement se fait à travers, par exemple, plutôt des fonds d'investissement et à travers le marché, et du coup à cantonner les banques aux activités de dépôt, avec un système de réserve plus important. D'accord. Eh bien, Jason Hermite, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures de réglementation bancaire, mais là déjà, l'auditeur qui connaissait pas trop le sujet, j'espère, aura une idée plus claire des aspects qu'on n'avait pas forcément abordés dans l'entretien précédent avec Nathalie Janson. Et puis voilà, affaire à suivre concernant l'actualité bancaire. Donc peut-être qu'on se reverra dans 6 mois, 1 an pour reparler un peu de l'évolution de tout ça. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi et à bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet entretien vous a plu. Vous pourrez plus que jamais briller en soirée en étalant vos connaissances sur les réglementations prudentielles, les ratios de liquidité, les accords de Bâle 3 ou la comptabilisation au coût amorti. Bon, plaisanterie à part, j'espère que vous en aurez retiré quelque chose d'utile. N'hésitez pas évidemment à nous faire vos retours en commentaire lorsque l'épisode est publié, notamment sur YouTube ou sur Contrepoint, ou tout simplement en nous écrivant à l'adresse podcast@contrepoint avec un s.org. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et naturellement, si vous n'êtes pas abonné, vous savez quoi faire. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci de votre fidélité et à bientôt.